Dr Yamtimba, l'UCED qui favorise donc cette ingérence pour servir Washington, bien sûr via des ONG, les ONG qui reviennent une fois de plus, on a l'habitude de les dénoncer, mais lorsqu'on regarde également les événements en Afrique, le contexte actuel, soulèvement par-ci, épidémie, pandémie, par là, on impose effectivement certains concepts entre haute démocratie, droits de l'homme. L'on comprend mieux, peut-être pas mieux, mais l'on comprend encore davantage l'existence, l'intérêt justement de ces différents ONG internationaux, si je peux le dire ainsi, dans nos États et surtout qui sont prêts à financer, à mettre énormément d'argent pour financer certains projets qui au finish ont simplement été implantés ou créés afin de garantir cette mainmise américaine dans le monde. Il faut qu'on comprenne comment fonctionne le monde. Si on le comprend, rien n'est vraiment extraordinaire. Qui crée l'USAID? C'est John Fitzgerald Kennedy en 61. Sur la base de quoi? Sur la base d'inexactitudes scientifiques d'un économiste qu'on appelait John Kenneth Galbraith, qui était ambassadeur des États-Unis en Inde à l'époque, etc. Et qui avait formulé une théorie qu'on appelait l'économie du développement. Oui. L'un des principes de l'économie du développement, c'était de dire que les puissances occidentales, dont les États-Unis en tête, pouvaient conduire les pays sous-développés, le tiers-monde, comme on appelait à l'époque, à sortir du sous-développement grâce au financement d'un certain nombre de programmes. Oui. Et ces programmes devaient donc essentiellement porter sur la santé, la formation des ressources humaines, etc. Et que grâce à cela, ça pourrait, en fait, on aurait un monde qui serait relativement équilibré en termes de développement. Kennedy, qui, à cette époque-là, vient d'arriver au pouvoir avec toute la vague d'espoir, l'optimisme, l'idéalisme de l'époque, crée cet organisme. Il crée cet organisme-là, l'Agence internationale de développement des États-Unis. Et quand il crée cet organisme, eh bien, il commence effectivement à faire un travail qui, à l'époque, apportera quelque chose à l'humanité. Le développement de l'USAID va donc va attirer l'attention d'autres agences gouvernementales qui vont se dire « Ah, mais c'est intéressant ça ». Parce que comme ils étaient totalement apolitiques, ils étaient surtout dans des secteurs sociaux, eh bien, il y a beaucoup d'agences qui ont remarqué la proximité avec le peuple, l'introduction au sein des masses populaires. Et donc, du coup, la possibilité d'utiliser ce réseau mondial, je rappelle qu'aujourd'hui, l'USAID, c'est 10 000 employés dans le monde, avec 44 milliards de budget cette année, et parmi les qu'ils ont utilisés, parmi les 68 milliards de dollars que le gouvernement, l'année dernière, que le gouvernement Biden l'administration Biden a mis dans le financement de l'aide internationale. Ils ont capté 44 milliards et ils en ont sur les 68 milliards. Donc, et ce maillage planétaire, évidemment, va se révéler être un outil extrêmement important lorsque Reagan va arriver au pouvoir en 1980. Là, ils vont se rendre compte qu'ils pourraient l'utiliser. Et le grand objectif de Reagan et de l'Église catholique, avec Jean-Paul II, qui était d'abattre le bloc communiste, de le démanteler. Ils vont donc utiliser l'USAID pour justement, ils vont se rendre compte de l'intérêt de l'USAID et ils vont donc utiliser l'USAID pour pouvoir donc aller, si vous voulez, réorganiser 2 ou 3 choses. La première, c'était si vous voulez, de réformer totalement les opinions. Donc, on va s'assurer à travers un certain nombre d'actions, oui, on va pousser la démocratie, oui, on veut former les gens, oui, on veut soutenir les femmes, oui, on veut aller dans la santé. Ça permet de modifier les opinions publiques. Oui. Et cette modification des opinions publiques sous le couvert de la promotion de la démocratie, de l'inclusion des femmes dans la politique, de la participation des jeunes en politique, va modifier en profondeur l'opinion
les opinions publiques en faveur en réalité des États-Unis. Et vous comprenez que dès le début des années 80, donc, tout le monde va comprendre que c'est une centrale de renseignement et une centrale d'approche, un outil d'approche et d'introduction qui était fantastique. Donc ils vont modifier les opinions publiques. Et la deuxième chose, ils vont créer une sorte de, si vous voulez, de dette morale. Parce qu'en finançant, par exemple, les éléments de santé, en réalité, beaucoup de cadres dans le monde, sans s'en rendre compte, vont devenir des honorables correspondants. Ils ne seront pas payés pour ça. Je parle de ceux qui sont dans les pays, je ne parle pas des cadres américains de l'USAID. Vous aurez des responsables d'hôpitaux, vous aurez des ONG locales qui seront financées, qui vont se mettre à faire des rapports, parce qu'il faut faire des rapports sur l'utilisation de l'argent. Ils vont se mettre à faire des rapports et évidemment, il faut plaire pour s'assurer que la subvention qui arrivera, d'abord qu'elle sera maintenue et mieux qu'elle sera meilleure l'année qui suit. Donc, ils vont se mettre à pondre des rapports qui seront de plus en plus qui vont contenir de plus en plus d'informations. Et tout naturellement, le bras du renseignement extérieur américain, la CIA, va se dire, mais là, on est sur une mine d'or. Voilà comment l'USAID va être phagocyté, cannibalisé par la CIA et totalement exploité pour faire tout ce qu'on peut faire. Et il y a d'autres organisations qui vont donc être les bras armés de l'USAID, nous ne pouvons pas aller partout, comme par exemple l'Open Society de George Soros. Et les révolutions, on va vous parler des révolutions oranges, on va parler de tout ce qu'il y a eu, par exemple, la lutte des Contras au Guatemala, là on parlait de Bolsonaro, on parle de tout ce qui est, de tous ces pays-là. Je vais vous envoyer une carte, madame, si vous le permettez, qui va montrer à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, les pays bénéficiaires, les pays qui ont le plus bénéficié de cette aide-là. Et vous verrez, parce qu'on se rendra compte clairement qu'il y a un lien entre la situation que vous pouvez observer entre cette aide et la situation d'un certain nombre de pays, par exemple en Afrique spécifiquement. Je viens de vous envoyer une carte. Enfin, ce n'est pas une carte, c'est un graphique. Donc, vous allez voir, mais peut-être que je peux l'appuyer par effectivement une belle carte du monde qui, elle vous permet de voir l'importance de l'aide de l'USAID à travers le monde. On peut commencer par la carte, puis on reviendra à la carte du monde et on reviendra en Afrique. Donc, ils vont utiliser, la CIA va cannibaliser donc cet outil et son budget va monter en flèche. 44 milliards de dollars, c'est le PIB du Cameroun, pratiquement. Pratiquement. Et donc, quand vous avez, et c'est la moitié du PIB, un peu plus de la moitié du PIB de la CEMAC, c'est des choses extrêmement importantes parce que ça permet de voir clairement quelle est la puissance, la force de projection de l'USAID à travers le monde. Et ils vont donc exploiter ce maillage international. 10 000 employés, ils ne travaillent pas tous à Washington, 10 000 employés dont probablement 70 à 80% sont dans le monde ou peut-être même un peu plus. Ça veut dire qu'ils sont partout. Et le fait d'être partout va donc permettre à ces gens-là de rentrer dans d'avoir de plus en plus de ramifications et de rentrer dans de plus en plus de détails, dans plus d'aspects détaillés qui vont leur permettre de se retrouver, par exemple, on a parlé de Wuhan, de se retrouver impliqués dans par exemple, les activités de la NIH, la National Institute of Health. Et on a parlé du docteur Fauci tellement de fois, et je crois qu'il a été gracié lui aussi. Donc, vous avez tous ces travaux, donc vous avez cette carte du monde. Notez bien, observez bien. Les points sont les plus importants là où il y a les conflits dans le monde. Observez bien. Vous verrez que l'Amérique du Nord, l'Europe, et puis l'Extrême-Orient, l'Asie, l'Amérique du Sud, c'est légèrement, c'est pas très présent. Mais c'est extrêmement présent. Regardez l'Afrique de l'Est et vous constaterez que les grands foyers de tension, de conflits en Afrique, c'est l'Afrique de l'Est. Et c'est la partie de la CEDEAO. Et vous observerez, on parlait du Rwanda, vous voyez, vous voyez que le Rwanda est totalement en vert. Et puis il y a la RDC. Et vous voyez le Moyen-Orient.
Vous voyez le Moyen-Orient, vous voyez comment ça chauffe. Et là, vous avez l'Asie centrale, les portes de la Russie, c'est-à-dire la frontière ouest de l'OTAN. Et donc, on va concentrer beaucoup de choses là. Et je vous parlais tout à l'heure, vous voyez les pays en Amérique latine, les pays qui ont le plus de conflits, c'est quoi? C'est le Venezuela, c'est la Colombie, c'est la Bolivie, où le président a osé nationaliser les hydrocarbures. Et puis, vous avez l'Amérique centrale, avec donc tout ce que cela comporte. Et vous avez les Caraïbes, dans des pays indociles comme Haïti et tout le reste. Donc, vous voyez que, en fait, et quand vous observez spécifiquement, vous notez que les 3 pays de l'AES, ils y étaient très présents. On parlait d'à peu près 800 millions de dollars. Oui, on voyait qu'ils étaient très présents. Et le Nigeria, qui est en pleine turbulence depuis des décennies, vous voyez que c'est très présent là-bas. Donc, c'est ça, en réalité, que les gens doivent voir. Et ils se disent, mais il fallait quand même beaucoup de ressources pour un tel déploiement international. Donc, quand vous regardez, vous rapportez ça aux pays les plus endettés d'Afrique. Parce que, voilà, vous avez l'aide extérieure américaine en Afrique subsaharienne. Donc, vous voyez que tous les pays qui étaient touchés, où l'USAID était, font partie de tous ces pays. Mais quand vous regardez cette liste, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez une chose assez curieuse, c'est qu'il y a une guerre en Éthiopie, il y a la guerre en Somalie, il y a la guerre au Nigeria, il y a la guerre en RDC, il y a le Kenya qui suit. Il y a des soulèvements, mais le Kenya suit pratiquement tout ce que font les États-Unis. Il y a une guerre au Mozambique, le Soudan du Sud est en guerre, l'Ouganda est en guerre, la Tanzanie, le président a été carrément tué, le Soudan, ils sont toujours en guerre, l'Afrique du Sud, il y a énormément de problèmes sociaux, particulièrement, le Niger, c'est l'AES, la Côte d'Ivoire, elle a risqué une partition en 2, et le Sénégal, vous savez ce que c'est, je n'ai pas besoin de revenir dessus, on sait quelle est la présence, quel est le travail que l'Open Society fait là-bas. Donc, quand vous regardez tout ça, et on parle quand même de près de 16 milliards de dollars que les Américains viennent mettre dans le cadre de l'aide extérieure qui porte essentiellement sur la présence de l'USAID. Or, qu'est-ce qu'on aurait dû avoir? Si vous prenez 15 milliards de dollars, les Américains ont annoncé sous Barack Obama 7 milliards de dollars pour l'électricité. On n'en a jamais vu la couleur. Mais ils sont quand même capables de mettre 15 milliards de dollars à travers l'USAID, oui. Les gens qui en bénéficient le plus. Donc, en fait, et ça c'est extrêmement important, il faut que les gens le sachent. Dans le document de stratégie nationale du renseignement et des luttes contre le terrorisme de la France, ils disent que le renseignement, c'est l'ensemble des informations collectées, analysées et traitées par les agences. Et que tout cela est justifié par, 1, leur place de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, 2, leur rayonnement culturel dans le monde, 3, leur dynamisme économique, et 4, cela est justifié par les impératifs de sécurité nationale. Quand vous prenez ces 4 éléments, vous imaginez que les États-Unis ont ces 4 éléments, mais un peu plus en plus important que la France. Et vous comprenez donc tout de suite qu'en réalité, tel que le monde fonctionne, et c'est une leçon pour nous les Africains, oui. Ce n'est pas un objet de commentaire simple, c'est une leçon de géopolitique et de géostratégie qui doit nous apprendre que les 4 éléments que je viens de citer doivent guider toute politique extérieure parce que ces 4 éléments signifient les intérêts vitaux. C'est ce qui est dit dans le texte, hein, quand on résume, les intérêts vitaux des nations. Les Américains ont besoin d'avoir ce déploiement international que nous avons vu parce qu'ils ont besoin de collecter le maximum d'informations possibles et ils vont superposer l'USAID, National Endowment for Democracy, la CIA et tout le réseau des ONG américaines qui donnent des subventions à d'autres ONG à travers le monde, qui interviennent, etc. Sans compter le réseau des ambassades, sans compter les entreprises américaines qui sont partout dans le monde. Soyez pas naïfs, toutes les entreprises collectent des informations pour leur pays, sans compter les touristes. Soyez pas naïfs. Mais tous les touristes sont des tous les touristes, ne soyons pas naïfs, hein. Tous les touristes sont des agents de renseignement. Ce qu'on appelle le renseignement, ce qu'on appelle une information pour le renseignement, c'est une chose aussi banale qu'une photo. Oui. Quelqu'un a pris une photo devant un monument.
vous, monsieur tout le monde, vous n'y verrez pas grand-chose. Mais l'agent de renseignement peut se rendre compte que la rue a changé. Il peut se rendre compte qu'il y a une nouvelle entreprise qui s'est installée. Il peut se rendre compte que derrière, cette rue-là peut servir de planque. Il peut se rendre compte qu'il y a une concurrence qui s'est installée. Pour vous, le grand public ne verra pas ça. Mais un agent de renseignement, il verra une foule d'informations qu'il peut exploiter. Un touriste, écoutez, ils ne quittent pas le chez eux mais ils veulent se balader et découvrir le monde. Mais tous les touristes jouent le rôle d'agents de renseignement sans le savoir. Alors les correspondants des médias, eux, ça va de soi. Ça va de soi. Tous les chercheurs, parce que chaque fois que vous les recevez, croyez-moi, ils font des rapports à leur pays. Donc, au fond, l'USAID, les Américains qui ont capté et cannibalisé cette organisation à partir des années 80 et qui l'ont abondamment utilisée, vous avez vu la présence en Asie centrale. Évidemment, vous comprenez qu'après la chute du mur de Berlin, il devait être présent. Vous avez vu les pays, tous les pays où il y a des conflits aujourd'hui, par exemple en Afrique, l'USAID est présente et elle est présente de manière importante. Et tout à l'heure, AAA parlait de Africom. Les Américains ont divisé le monde. Mais ils se prennent pour les dieux. Hein. Ils ont divisé le monde en commandements. Ils ont le commandement des États-Unis, ils ont le commandement nord-américain, ils ont le commandement européen, ils ont le commandement Asie. Le problème qu'ils ont jusqu'aujourd'hui, c'est avec le commandement Afrique. Et ils pensaient qu'ils allaient trouver une base au Cameroun, au Sénégal, là ils sont en train de chercher, au Maroc, au Sao Tomé et Principe où ils ont une très grande base, et puis au Botswana, etc. Mais ça a du mal à prendre. Et ils ont même essayé avec le Tchad, mais ça n'a pas pris. Et le Niger, l'installation au Niger, c'était dans ce but-là, mais ça n'a pas marché. Et systématiquement, le général qui commande Africom, il est noir. Parce qu'il faut jouer sur la sympathie avec le continent noir. Donc, il y a toutes ces agences de renseignement, en fait, toutes ces centrales de renseignement qui sont construites par tous ces pays-là. Et nous devons nous poser la question de savoir, nos propres services de renseignement ont quel maillage, ont quel réseau. Les Français, par exemple, chez nous, ils ont quoi? Ils ont le franc CFA, avec son corollaire, c'est-à-dire le système bancaire qui est tout autour. Ne rêvons pas. Tous ces gens font des rapports à la BEAC. Laquelle BEAC est obligée de faire un rapport au Trésor français. Donc, tout le système financier qui existe dans les pays où on utilise le franc CFA, c'est en fait un système de renseignement. Ça, c'est un. Et puis deux, vous avez le système qu'on appelle Code CIMA. C'est un système intégré fondé par les Français qui permet de savoir tout ce qui se passe dans le secteur des assurances. Vous avez le système OHADA, qui est le système qui leur permet d'avoir une certaine lisibilité du monde des affaires et qui doit rendre compte. Vous avez combien d'entreprises, de quel type, de quelle nature, qui font dans quel objet, etc., etc. Ils anticipent donc sur la concurrence, etc. Et vous avez tout le système de ce qu'ils appellent la francophonie, qui est également une autre centrale de collecte de renseignements. Mais là, de façon très spécifique, ils vont surtout aller dans l'agence universitaire de la francophonie. Je vais insister là-dessus particulièrement. Ça va leur permettre de savoir quel genre de chercheurs vous avez, ils travaillent sur quoi, ils sont à quel niveau, ils vont où, ils visent quels objectifs, ils cherchent à comprendre quel problème et vers quelle solution vont-ils. Et vous avez ces agents, donc tout ce qui est lié à l'organisation de la francophonie. Centre culturel. Ah, ça c'est évidemment, c'est-à-dire à travers leurs ambassades, vous avez donc les démembrements qui sont les instituts français, etc. Vous avez les programmes comme Campus France qui leur permet, tous vos gars qui passent par là, quelles recherches ils font, quelles formations ils ont, quelles sont les solutions qu'ils peuvent trouver, etc. Donc, etc., etc. Donc, vous voyez que chaque pays qui se prend au sérieux et qui pense qu'il est une puissance de niveau mondial, en tout cas une puissance, met en place ces centrales de renseignement et ces centrales de renseignement lui permettent discrètement à la fois de savoir ce qui se passe partout, d'écouter le monde en fait, de savoir ce qui se passe partout en écoutant le monde, mais également discrètement de monter ce qu'on appelle les black ops, les opérations sous couverture, qui peuvent être aussi banales que l'organisation de meetings, de conférences, de la production des brochures, des choses comme ça. Ça veut dire que tous nos États devraient être en alerte et tous nos États devraient se donner les moyens. Quand vous avez des agences qui ont un budget de 44 milliards de dollars, il n'y a aucun pays en Afrique capable de leur résister. Ce qui veut dire que ce que nous avons à faire, c'est-à-dire que les Kwame Nkrumah,
les Cheikh Anta Diop. Mais ces gens étaient extraordinaires. Les gens comme le Oumyobé qui sont là, ils créent le Rassemblement démocratique africain. Mais ces gens étaient extraordinaires. Ils nous disent l'Afrique doit s'unir. Parce que c'est le seul moyen de pouvoir résister à une agence qui a 44 milliards de dollars de budget. Comment vous allez faire pour... Vous êtes là, vous avez... La plupart des pays ont des budgets de 10 milliards de dollars. Comment vous allez résister à des gars comme ça? Et donc, du coup, en réalité, madame, pour ce premier jet, pour sortir, c'est pour dire que l'USAID, c'est un parcours rationnel, froid, rigoureux, structuré d'un pays qui cherche à avoir le contrôle du monde, avoir une lecture du monde qui lui est facilitée grâce à une collecte permanente des informations et qui lui permet, grâce aux actions civiles, d'accéder, d'aller au plus près de la population, de partager avec la population. C'est pour cette raison que vous pouvez constater par exemple que les Américains savent bien avant même les dirigeants en place dans quelle direction tourne le vent politique ou le vent de la société civile, parce qu'ils sont au plus près. Et c'est pour cette raison que toutes nos ONG qui sont là, qui dans nos pays, il faut savoir qu'elles relèvent du lumpenprolétariat. Et eux, ils ont compris. Tous les Américains, le gouvernement américain vous interdira de lire Karl Marx tout le temps. Ah non, 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 c'est des communistes. Pas. Mais eux, ils vont lire Karl Marx, ils vont lire Le Capital. Ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'on appelle le lumpenprolétariat. Ce lumpenprolétariat, ce sont des déclassés. C'est des voyous, c'est des délateurs, c'est des petits voyous, c'est des petits informateurs de police. En fait, c'est toutes les personnes qui ne sont ni dans la classe ouvrière, ni dans la classe qui appartient à la superstructure, donc tout ce qui est dirigeants, les employés de bureau, etc. Et ces gens, observez bien, tous ces gens-là vont aller, une grande partie va se retrouver donc dans le secteur des organisations de la société civile, et grâce à des agences comme l'USAID, on va les capter à travers donc des subventions, et ce sont ces gens-là qui vont servir de plateforme de renseignement pour un pays comme les États-Unis à moindre coût. Parce que vous imaginez bien que s'il y avait un espion professionnel envoyé partout dans nos villes, ça coûterait énormément cher. Ça coûterait, un seul peut coûter 100 000 $ ou 150 000 $ de salaire. Mais si vous subventionnez une ONG en Afrique à hauteur de 50 000 $, même de 25 000 $, pour eux c'est énormément d'argent, mais ça vous donne des informations de première main auxquelles un diplomate n'aurait pas eu accès.